Salut la team, aujourd'hui dans cette vidéo on parle des 3 améliorations pour augmenter la puissance de ta bagnole. Alors déjà, pourquoi est-ce que tu vas devoir augmenter la puissance de ta bagnole et pourquoi est-ce que tu dois augmenter le grip de ta caisse? On parle de ça tout de suite, maintenant. Juste concernant qui je suis, moi je suis Clément du site objectivegrip.com et voilà, je te conseille d'aller là-dessus pour regarder des petites conseils, formations pour du coup améliorer le grip et la puissance de ta caisse en plus de ce que je vais te donner là tout de suite. Maintenant, je te préviens, c'est de la patate, alors écoute bien et fais ça de suite. Ok? Alors, globalement, pourquoi est-ce que tu dois augmenter la puissance de ta caisse? Tout simplement parce que c'est chiant une caisse qui n'avance pas. Je pense que tu le sais, tu l'as souvent entendu de la bouche de mecs qui font de la piste ou autre. Ouais, il y a un super châssis, mais ça avance pas, ça manque de puissance. Il n'y a pas assez de puissance pour le châssis ou le châssis mériterait plus de puissance. Et des fois on dit même le châssis est bien pour plus de puissance encore. Bref, voilà, quand on dit ça, on pense à des voitures du style la MX-5, la Mazda, la Subaru ou la Scion pour les États-Unis ou même la Toyota GT86, voilà, ou Subaru BRZ. Tu connais sûrement cette caisse-là, assez iconique. Peut-être dropper une photo de la caisse, comme ça tu verras. Bref, on pense souvent à ces caisses-là, voilà, c'est des châssis de malade. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de puissance, ça fait un peu chier. Voilà, on dit moins souvent ça d'une Corvette, qui a souvent un châssis pourri, mais qui a un moteur exceptionnel. Par contre, voilà, ça c'est pour les premières Corvettes. Là, les dernières, très honnêtement, il y a aussi un très bon châssis en plus du moteur. Donc on le dit un peu moins. Mais voilà, du coup, on dit pas trop ça d'une Corvette, en plus. Ou même de n'importe quelle bagnole, on va dire, qui se respecte, ok? Tu veux pas s'entendre ça d'une Porsche, d'une McLaren ou d'une Ferrari. Donc voilà, franchement, le truc de la puissance, c'est que sinon c'est chiant s'il n'y a pas de puissance. Ensuite, pourquoi tu dois augmenter ton grip du coup? Parce que c'est chiant s'il n'y a pas de grip. Tu passes ton temps à freiner, bordel, à rentrer dans un virage, t'es là, tu roules tranquille ou t'appuies au taquet, tu regardes la gonzesse à côté de toi, t'appuies, tu la colles au siège à la façade, tu la regardes, tu passes les rapports, comme ça. Tu passes les rapports, et du coup, tu vois un virage arriver, tu fais quoi? Ben, tu freines. The Fast and Furious, il fait quoi? Il tire un petit manche, tire un petit frein à main, mais surtout il peut passer le virage assez vite. Et c'est ça qui compte, et c'est ça ce qu'on va faire aujourd'hui tout de suite. Donc, déjà, les 3 points clés pour augmenter ta puissance. Alors moi, ce que je te conseille, si ton moteur est turbo, ta caisse est turbo, c'est de changer déjà le turbo, pour commencer. Poursuivre avec ça, parce qu'en général, tu mets un plus gros turbo, il va falloir plus d'essence, il va falloir une carto, en général, c'est pas mal, voilà. Turbo carto, c'est vraiment le duo gagnant. Ok, moi à ça je te conseille quand même une pompe à essence et des injecteurs plus gros. Alors injecteur plus gros c'est le minimum et en général comme les injecteurs sont plus gros mais du coup plus d'essence, c'est l'intérêt de les injecteurs plus gros, hein, parce qu'on met plus d'air. Bref, tu fous le mélange air essence dans ta putain de bagnole, gros, dans ton moteur qui tue sa mère. Et le problème c'est que du coup qui dit plus d'essence par les injecteurs, ok, plus de sortie, dit une plus grosse pompe pour amener l'essence aux injecteurs. Tu l'auras compris, il n'y a pas de blague de cul ici. Donc maintenant qu'on a nos 3 points clés pour le moteur turbo, on va parler ensuite, excuse-moi, du moteur Atmo. Alors pour le moteur Atmo, le meilleur truc à faire, c'est de vendre. Sans déconner. Non, augmenter la puissance d'un moteur Atmo, c'est très compliqué, c'est surtout très cher. Tu peux mettre des accélérateurs individuels, ok, un accélérateur par cylindre en fait, par conduit d'admission. De la culasse, voilà, ça c'est des trucs en général qui sont jolis, qui font un bruit de malade. Mettre une unité d'échappement un peu plus grosse ou beaucoup plus grosse, qu'est-ce qu'il y a d'autre, décatalysé, etc. Tout ce qui est Arbacam, ça marche en général, c'est ce qui marche le mieux, sauf si bien sûr il y a des restrictions en admission et en échappement. Alors le filtre à air uniquement, en général ça change pas grand chose à part le bruit, très honnêtement. Par contre, si tu fais plein de trucs, entre autres les Arbacam, etc., ouvrir les conduites d'admission, là par contre oui, mettre un filtre à air va changer les choses, mais voilà, si tu fais que ça, en général le moteur il n'est pas vraiment bridé sur le filtre à air, c'est très rare. Donc voilà, ça c'est basique vraiment. Maintenant, augmenter le grip de ta caisse. Alors moi ce que je te propose de suite, on va vraiment, je vais pas franchement réinventer la roue, mais très honnêtement je te conseille vraiment de le faire, c'est tu prends déjà des pneus de qualité, des pneus semi-slick, ok, des R888, des AR, Nongkang, des Yokohama AD08R ou A058, des trucs comme ça, bref. Ensuite, tu mets des jantes plus grosses et plus légères surtout, ça compte aussi. Ok, quand je dis plus grosse, c'est plus large, pas un gros diamètre, on s'en fout de ça. Tu prends des jantes plus larges, ok, tu
du 200, du 250 de large. Tu prends un truc énorme, ma man. Tu mets la même chose aux quatre coins si tu peux. C'est le top du top. Ok, là déjà, on va commencer à avoir une voiture qui va du coup prendre beaucoup de roulis, mais qui va avoir beaucoup de grip, ma man. Ok, une fois que tu as beaucoup de grip et que tu prends du roulis, tu fais quoi? Non, tu mets pas d'abord les amortisseurs, tu mets d'abord les barres anti-roulis, mon chou. Voilà, s'il te plaît, mon chou. Donc, tu mets des barres anti-roulis, mon chou. Je sais pas si t'as 50 ans, mais en tout cas, tu mets des putains de barres anti-roulis, sa mère. Maintenant, tu prends du roulis. Et grâce à tes barres anti-roulis eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que t'as plus de roulis ou très peu. Et ensuite, maintenant, là, tu as envie, t'as la marre d'aller chercher le pain avant les balades. Là, tu veux vraiment avoir une voiture qui est tape-cul, tu vois. Tu veux un truc qui avance sa mère et qui est tape-cul. Parce que tu as envie de ta gonzesse dans la caisse qui va chercher les sandwichs. Elle est mal au cul, qu'elle veuille sortir de la caisse à ta place pour prendre les sandwichs. Parce qu'après, toi, tu conduis, toi, t'es fatigué, voilà. Tu comprends? Bref. Ça, tu y as, elle en a à comprendre. Là, du coup, tu mets des amortisseurs. Tu mets pas des amortisseurs eBay, hein. Tu mets des amortisseurs AliExpress ou Wish si tu veux vraiment du tape-cul. Si tu veux de la perf, moi, ce que je te conseille, c'est des amortisseurs qui vont être plutôt chers, mais tu vas économiser au final sur déjà la durée de vie, la qualité, etc. Mais aussi sur le grip et sur l'usure des pneus. Ok. Ensuite, je suis là du coup pour te conseiller sur les amortisseurs et sur le tarage de tout ça, la qualité des ressorts et la dureté. Parce que c'est bien beau d'avoir la bonne dureté, ça c'est bon, ça c'est la base, c'est un calcul à faire, il n'y a rien de très sorcier là-dedans. Honnêtement, même si on veut te faire croire ça, même si l'industrie auto, l'aftermarket, etc. veut te faire croire qu'il y a des raideurs de ressorts incroyablement compliqués à comprendre. Bref, c'est ultra simple, tu mets le pot de ta caisse, tu as les ressorts. Globalement, c'est ce qui se passe. Donc, en dehors du fait que tu as une raideur à suivre, je sais pas moi, 8 kg par millimètre par exemple, pour la raideur de ton ressort avant, tu vas avoir en fait des ressorts de qualité qui vont être bon, plus ou moins lourds, mais surtout plus ou moins précis au niveau de l'intervalle de tolérance. C'est-à-dire que si tu achètes un ressort qui vaut 8 kg par millimètre, c'est ton calcul, t'as pas envie d'avoir un ressort qui fait 9 ou 10 kg par millimètre. Ok, j'en ai déjà vu des ressorts comme ça. Bon, c'était l'inverse, c'était des ressorts aussi qui, en soi-disant, marquaient dessus 8 kg par millimètre, mais qui en fait étaient des 6 ou des 5,5 kg par millimètre. Donc voilà, il y a des erreurs assez énormes, même on va aussi à 20% d'erreurs, c'est assez courant même. Donc voilà, c'est important d'avoir une grosse qualité là-dessus. Donc je te conseille vraiment, vraiment, vraiment. Et voilà, donc moi je suis là pour te conseiller là-dedans sur donc la qualité des ressorts et ensuite la qualité des amortisseurs. Alors on va mettre un certain prix dedans, ok, très honnêtement en dessous de 800 ou 1000 euros, les 4 amortisseurs, tu n'auras pas grand-chose de correct. En dessous de ça, je te conseille d'aller directement sur AliExpress, Wish, eBay si tu veux, parce que dans tous les cas tu vas payer plus cher pour avoir la même qualité. Donc autant prendre la qualité AliExpress, parce que de toute façon en dessous de 1000 euros tu vas choper du AliExpress. Donc autant le payer le prix AliExpress si c'est la qualité AliExpress m'amène. En tout cas, mets d'abord des pneus et des barres anti-roulis avant. Bon, après tu mets des plaquettes de frein, t'as compris, parce que t'as de la puissance sa mère et que tu veux t'arrêter quand même un petit peu. Mais en vrai, plus t'as de grip, moins tu freines, du coup moins t'as besoin de frein, etc. Réfléchis à ça mon choupinou. Ok, donc maintenant qu'on a dit tout ça, excuse-moi je regarde un petit peu ma feuille, mon ordinateur, t'as vu. Du coup, une fois qu'on a cette caisse, qu'est-ce qu'on en fait? On veut qu'elle soit fiable, ok? En fait, on voulait qu'elle soit fiable dès le début, mais on n'en a pas parlé parce que c'est pas sexy, c'est pas attirant, t'as pas envie d'avoir une caisse fiable dès le début. Toi, t'arrives, t'es jeune, t'es vieux, je m'en fous, je sais pas ce que t'es, t'as ta voiture, t'as ta maison, t'as pas ta maison, t'as acheté ta voiture, t'as vendu ta maison pour acheter t'as vendu ta voiture pour acheter ta maison, personne n'a vendu sa maison pour acheter sa voiture. D'ailleurs, pourquoi personne fait ça, donc? Sans déconner. Pourquoi personne fait ça? Je ne sais pas. Bref. Donc moi, j'ai pas acheté de maison, du coup, j'ai une voiture, super, youpi. Et je conseille tout ça. Du coup, maintenant, on veut que notre voiture soit fiable en fait. D'ailleurs, on veut depuis le début. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met du Mecacil? Non, on met pas ça. On met de la vraie huile, les gars. Ok, on met de la vraie huile. Concernant l'huile, bon, je vais détailler 2-3 secondes, mais tout est dans le guide d'entretien de fiabilité que vous pouvez télécharger dans le lien en bas de la vidéo. Voilà, s'il y a un souci, envoyez-moi un mail ou même mettez un commentaire en bas de la vidéo ou même envoyez-moi un message sur la page Facebook. Bref, vous démerdez, il y a plein de liens dans la description, sans déconner. Regardez juste tous les liens. Et voilà, cliquez sur Facebook ou je sais pas quoi, un truc dans le genre. Et vous pourrez me parler, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si vous voulez des vidéos d'interview, on en fait avec plaisir parce que je sais que vous aimez ça, il y a de super bons retours. Il y a plein de vidéos là-dessus sur la chaîne, donc allez checker ça aussi. Bref, du coup, ouais. Au niveau des huiles, en gros, moi ce que je conseille c'est la Valvoline SynPower. Alors 530, Mobile One, ESP, Formula ou ESP tout court. 530 aussi, voilà pourquoi je préconise du 530 parce que il faut regarder la vidéo sur l'huile qui explique pourquoi est-ce que l'huile 530 est mieux que les autres en règle générale. Après la 0V en 6 c'est bien, mais voilà, après trop fluide c'est pas bien non plus, il faut vraiment un juste milieu. 530. Une fois qu'on a une huile de qualité, on fait des vidanges régulièrement, tous les 5 à 10 000 km et dans une caisse du turfu. Voilà. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est pas si compliqué que ça d'avoir une caisse qui est rapide, fiable, maniable, qui a un grip de malade et qui vous fait triper votre race et aussi qui vous fait choper la fille à côté là-bas.
ou à côté, ça dépend si vous roulez au Japon ou pas. Enfin, moi en général, conduite à gauche et tout, aller à droite. Bref, donc c'est pas si compliqué de ça. C'est pas si compliqué que ça. Le seul truc, c'est que ça peut devenir très très vite cher. On peut très vite vendre sa caisse du coup, être démotivé parce qu'il y a trop de merde, parce que la voiture casse, parce que il se passe plein de couilles quoi. Voilà. Et au final, on part sur une voiture qui va nous coûter, allez, 5000 euros. On se dit tiens, le moteur il est pourri, il a cassé. Vas-y, je fais un swap moteur. J'en ai pour 3000 euros pour acheter le moteur. Mais au final, ça coûte 10 000 balles parce qu'il y a toute la main d'œuvre, parce qu'il y a tout le travail de peinture, il y a tout le travail pour refaire le faisceau. Il y a le travail de carton, enfin, il y a plein de trucs, il y a plein de nouvelles pièces à acheter qu'on n'avait pas pris en compte, des pièces cassées d'ailleurs aussi, bref. Puis après, si le nouveau moteur casse, là, c'est la cata. Bref, au final, on arrive à avoir des voitures sur le bon coin. Et voilà, le mec abandonne le projet, je vends, j'achète une maison finalement, etc. J'ai mis 15 000 euros de pièces dans la voiture, puis je vends la voiture 10 000 balles. Et voilà, moi ce que je veux, c'est vous faire éviter ça. Et déjà, on va partir là-dessus. Les mecs qui mettent 15 000 pièces, en gros 15 000 euros de pièces dans leur caisse, en général, moi j'arrive à 6-7 000 euros. Franchement, on a une caisse déjà du feu de Dieu. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, pour vous donner une idée de sensation, je conduis souvent des cartes, j'ai beaucoup de courses de cartes. Et là, hier c'était dimanche, j'ai fait une course de cartes et c'était des cartes des alpha. Et c'était une bon, c'est les cartes 4 temps, mais par rapport, pour un 4 temps, bien sûr, tout est relatif, pour un 4 temps, franchement, c'était un des meilleures cartes que j'ai conduit en 4 temps. En termes de sensation, bon, le grip n'était pas forcément le maximum. Après, ça dépend des pneus, de la piste, etc., de la température de la piste, du soleil. On est en hiver un petit peu, donc forcément, voilà. Mais très honnêtement, super sensation, super feeling, super feedback. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de tête à queue. Parce que justement, le kart est très fin et qu'il faut réagir assez vite. C'était assez léger comme kart, c'était un peu vieux. Et justement, je pense que c'est pour ça qu'il y avait tout ce feedback-là. Et voilà, et cette sensation-là, c'est assez exceptionnel. Même si on n'est pas le meilleur grip, la meilleure puissance, bon, c'est 270 cm3, c'était pas non plus tout petit. Mais malgré, si vous voulez, tout ce manque à ce niveau-là, de grip et de puissance, on arrivait à avoir un feeling, une incisivité dans les commandes, autant au niveau du volant qu'au niveau de l'accélérateur ou le toucher du frein, le pivot, etc. sur les épingles et tout. C'était vraiment magnifique. Et voilà, c'est une caisse comme ça que je vais vous faire construire et perfectionner, améliorer, que je veux simplement que vous ayez en fait dans votre garage, que vous puissiez prendre le dimanche avec votre gosse, lui faire partager cette passion du pilotage et de la voiture tout simplement, voilà, parce que c'est une super passion. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous bien sûr pour que tout le monde profite de ces magnifiques et merveilleux conseils. Si vous voulez aller plus loin, cliquez dans le lien en bas de la vidéo, encore une fois, PDF entretien de fiabilité, et du coup je vous propose moi de vous aider là-dedans. Si vous voulez du coup que je vous aide personnellement là-dedans, suivez les instructions et à un moment donné vous allez voir, il y a un formulaire de contact et là vous expliquez ce que vous voulez exactement et on verra du coup si vous êtes une personne adaptée, si vous voulez, si nos objectifs convergent et si je peux pouvoir vous aider à atteindre votre objectif tout simplement. Parce que si vous me dites ouais voilà, moi j'ai un diesel, je fais 280 000 km par an, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît à améliorer ma consommation de diesel, je vais te dire écoute Jean-Michel, j'aime beaucoup les diesels, vraiment, je les porte dans mon cœur, mais ça va pas être possible là, je vais pas pouvoir t'aider, voilà, je sais pas quoi faire sur les diesels voilà. Donc donnez votre objectif, la voiture, etc. De toute façon il y a tout marqué et on verra du coup, on vous rappellera si du coup ça convient et du coup pour vous expliquer et vous mettre en relation avec moi directement pour vous expliquer tout ce qu'il faut. Voilà, moi je vous dis salut, à la prochaine, roulez bien, salut.